Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième rencontre d'EDPO. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans cet bel endroit. Nous profitons de Big 5 pour nous réunir à l'occasion de ce 13e événement que nous réalisons toujours avec le plaisir et la collaboration de la CNIL, en la présence de la CNIL, notamment représentée par Albine Vincent aujourd'hui, que nous remercions. Pour échanger avec vous aujourd'hui, nous avons un panel, j'allais dire, de grande qualité. Donc je vais les présenter rapidement. Je vais commencer avec Aurélie Banque, qui est la DPO d'Europecar, qui nous fait la joie de partager avec nous son expérience, son retour d'expérience dans un groupe présent à l'international, dans 130 pays avec des franchisés, des corporates dans plus de 18 pays, donc avec une vraie thématique de la protection des données à caractère personnel dans un contexte international. Nous avons également avec nous Lorraine Bachet, DPO de Merck Allemagne, donc l'industrie pharmaceutique avec tout ce que ça peut représenter dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Nous avons également en DPO du groupe Caisse des dépôts, le DPO de CDC Habitat, Christophe Drault. Non, mais du groupe quand même, qui nous permettra d'échanger sur les problématiques spécifiques sur l'habitat avec les données sur les locataires, les données sur les impayés. On a en plus des locataires particuliers puisque vous êtes un opérateur immobilier global avec des logements sociaux, des logements pour les jeunes actifs, les étudiants, pour les seniors, mais on a également échangé sur des problématiques sur les réfugiés ou sur les militaires. Donc c'est plutôt sympa. Et enfin, Marine Broglie, qui est la créatrice de la structure DPO Consulting, qui accompagne en tant que DPO externe de nombreux acteurs et qui a dans son spectre une large gamme de produits qui permettent d'accompagner sur l'ensemble des problématiques liées au RGPD les entreprises qui se posent aujourd'hui beaucoup de questions sur le sujet. On se propose de faire cet échange de manière interactive. Donc, on a un micro qui circule si vous avez des questions. Et si vous ne vous sentez pas de poser vos questions pendant la séance, on peut aussi se garder un petit créneau à la fin. Mais en préparant cette table ronde, on a à l'unanimité trouvé que c'était bien de pouvoir échanger avec vous sans attendre que ce soit spécifiquement le moment de la fin. D'autant plus si vous voulez qu'on précise. On a, je le disais, la chance d'avoir de véritables experts sur des secteurs très distincts et on se veut très concret, très opérationnel pour échanger avec vous sur ces thématiques qui sont parfois complexes. Et alors pour lancer le premier axe de discussion, on voulait justement interroger nos panélistes sur finalement le RGPD. En France, on l'applique. Du moins, on tente de l'appliquer, on tente de le respecter. Pour autant, on constate des écarts dans les différents pays européens et au-delà. Et notre première thématique sur laquelle on voulait échanger, c'est dans des sociétés qui ont nécessairement des activités à l'international. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer... En fait, assurer une espèce de cohérence dans l'application de ce texte, dont on sait dont on sait que la déclinaison à l'international présente des écarts. Comment on fait dans la vraie vie pour y arriver? Et je vais laisser la parole à Aurélie afin qu'elle nous expose sur de vraies problématiques concrètes, les choix qu'elle a opérés et les décisions qu'elle a dû prendre. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint le groupe Europcar fin juin de cette année. Donc, il y avait déjà un certain nombre de travaux qui avaient été engagés sur le sujet. Comme vous l'a dit Karine, on a 18 filiales corporate, pays européens, pays non européens. Et surtout, on a des franchisés dans 130 pays dans le monde. Donc, on est en interaction avec Israël, l'Inde. Alors, on n'a pas d'activité en Chine, mais par exemple, on développe une grosse activité aux États-Unis. Donc, finalement, on a un patchwork de réglementation
Déjà qu'on a besoin d'identifier, parce qu'elles sont parfois méconnues. Et on a nécessairement besoin d'assurer un certain niveau d'harmonisation, parce que quand on a un système d'information, il est décliné de la même façon, finalement, quasiment chez tous nos franchisés. Donc moi, je sais que je ne travaille pas toute seule. J'ai un relais, donc c'est-à-dire que, comme beaucoup d'entre vous, je pense, par business unit ou par activité corporate, j'ai un interlocuteur qui est notamment en charge de l'identification et de la remontée de ces spécificités locales. Je pense que un exemple assez commun, c'est celui des durées de conservation. On a tous des durées de conservation à implémenter, puisque la purge, c'est un vrai enjeu. Et moi, quand j'ai pris connaissance des remontées qui avaient été faites de la part de nos différents relais, on avait des durées qui allaient de 3 ans à 20 ans. Puisque, en fait, le Portugal, dans certaines circonstances, effectivement, voulait garder les données jusqu'à 20 ans. Très concrètement, ce qu'on a fait sur les durées de conservation, c'est qu'on a fait un choix, c'est-à-dire on a choisi d'extraire le Portugal d'extraire la solution, le problème portugais, en fait, on l'a déporté, c'est-à-dire on a créé un système qui gère de manière différente et on a pu harmoniser une durée de conservation unique pour l'ensemble du groupe, en fait. Ce qui est assez compliqué. Alors après, on a conscience du fait que c'est qu'une première étape, parce que effectivement, ça ne nous permet pas forcément d'appliquer le niveau de granularité requis ou qu'on souhaiterait. Mais on a fait ce choix parce que, d'une manière pragmatique, on avait besoin, sur un système d'information unique, d'appliquer une règle qui soit aussi uniforme. La problématique que j'ai aussi et que je rencontre, c'est que c'est beaucoup un groupe qui se construit par acquisition externe. Donc en fait, on rachète des sociétés qui ont leur propre système d'information et avec leurs propres règles, existantes ou non existantes. Donc il y a un fort travail à faire d'harmonisation. Donc on fait des due diligence en amont, mais aussi d'identification des problématiques qu'on a sur ces filiales finalement locales et avec une volonté, une obligation de pousser en fait les règles qu'on a pu définir au niveau central. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer au maximum de descendre une gouvernance du groupe vers ses filiales et ensuite de traiter au cas par cas les spécificités locales. On peut le voir aussi, je ne sais pas si vous avez des activités en Allemagne, mais en Allemagne, on a un double opt-in quand vous voulez faire du consentement. Ou par exemple, vous pouvez avoir des problématiques de consentement qui, aussi en Italie, pour envoyer un invoice par email, en fait, il faut un consentement du client. Donc c'est tout un tas de réglementations qu'il faut vraiment identifier et qu'il faut être en mesure de décliner. Et ce qu'il faut faire aussi, je pense qu'il faut vraiment faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ma perception du sujet, mais on peut échanger sur votre propre ressenti. Je pense qu'il vaut mieux implémenter une solution imparfaite ou dont on sait qu'elle a besoin d'être améliorée que finalement faire quelque chose qui va être extrêmement compliqué et qui, d'un point de vue IT, soit va mettre extrêmement longtemps à être livré, soit ne sera jamais en production. Donc, moi, mon conseil, c'est aussi d'essayer de travailler par incrément et d'essayer de mettre en place des solutions plutôt en visant l'amélioration, plutôt que de finalement vouloir mettre en place tout de suite le dispositif parfait et de finalement, dans l'implémentation, soit connaître des difficultés, soit même des échecs. Alors, vous allez voir, notre table ronde va partager avec vous un certain nombre de convictions. C'est comme ça qu'on l'a travaillé. On a fait des choix avec nos DPO. Ils se sont posés des questions. Ils ont décidé d'y répondre, quitte à effectivement lotir et avoir des solutions qui s'améliorent de fil en aiguille et dans le temps. Lorraine, est-ce que vous voulez bien compléter le témoignage d'Aurélie sur finalement... Et vous aussi, est-ce que vous avez dû faire des choix? Est-ce que vous voulez bien illustrer concrètement de quelle nature de choix on parle? Oui, bien sûr. Bonjour, donc moi je suis Lorraine Bachet et je rejoins tout à fait le témoignage d'Aurélie. Donc moi, sous le groupe pharmaceutique, il y a également, donc on est présent dans 56 pays, donc la réglementation, la façon dont aussi le RGPD est perçu, c'est très très large. Chacun a sa compréhension du texte. Plus le fait qu'effectivement, il y a des spécificités locales, donc bien sûr France, Allemagne, comme vous l'avez dit, mais aussi beaucoup d'autres pays qui ramènent leurs petites règles en plus. Et moi, étant sur le secteur purement pharma, donc je travaille beaucoup pour les données de santé, donc je suis sur Healthcare, je supporte les études cliniques notamment et la R&D. Et actuellement, j'ai un sujet très pratico-pratique que je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est tout récent, c'est-à-dire que j'ai les Pays-Bas et la France qui me demandent, alors pour être vraiment très précise, c'est par rapport à l'étude d'impact.
les agences réglementaires de la France et des Pays-Bas aujourd'hui nous demandent comme un prérequis, disant qu'on doit le faire si on veut être conforme au RGPD, nous demandent en français, je ne sais plus, de performer, de réaliser, une étude d'impact systématiquement pour toutes les études cliniques. Alors se pose la question de comment fait-on cela ? Et je rejoins Aurélie, et à un moment donné, il faut prendre une décision, parce que est-ce qu'en interne c'est réalisable ou non selon le nombre de ressources que l'on a en interne, il y a cette vraie question par rapport au DPO. Ensuite, c'est tellement large le nombre d'études cliniques qui se déroulent, c'est presque impossible. Et puis, est-ce que c'est vraiment légitime, en fait ? Quand on lit l'article 35, si je ne me trompe pas, c'est l'article 35, études d'impact, moi, je l'entends au sens s'il y a un risque élevé pour les droits et libertés de l'individu, donc en l'occurrence du patient. Est-ce que ça signifie que pour toutes les études cliniques, on performe une étude d'impact ? Alors en interne, on s'est dit, il faut pouvoir satisfaire les demandes d'autres pays, puisque c'est un prérequis. Ça signifie que l'étude clinique ne démarre pas sans ça. Ils en ont aussi besoin pour leur soumission. Que fait-on ? Et on s'est dit, il faut respecter les demandes tout en étant conforme au RGPD. Donc, de manière réalisable, on a décidé de faire un template, un standard d'études d'impact par typologie d'études cliniques, donc interventionnelles, observationnelles et bases de données. Et en cas, bien sûr, parce que là c'est hyper important, s'il y a un risque élevé pour le patient, plus spécifique que ce standard-là, qui serait quand même un basique, à ce moment-là, on fait vraiment une étude d'impact pour une étude clinique qui serait à plus haut risque pour le patient. Donc c'est un exemple très concret, mais je veux dire, ça se pose aujourd'hui, et je pense que dans d'autres secteurs, on a des questions comme ça. L'analyse, donc moi, au-delà de la diversification des lois et réglementations locales, moi j'ai la question de la compréhension du texte, parce que c'est concret, mais en pratique, on ne sait pas comment l'appliquer parfois. Donc conviction numéro 1, on avait dit il faut faire des choix. Conviction numéro 2, on privilégie l'approche par les risques. C'est ce que je retiens de votre illustration. Fait, finalement, ces PIA, on a travaillé préalablement pour savoir est-ce qu'on les fait ou pas selon la nature des études. Tout à fait. Et le risque exactement pour le patient, puisque c'est comme ça que j'entends le texte. Du coup, ce dont on se rend compte, c'est que le DPO, non seulement il doit comprendre les textes, prendre des décisions, réaliser des analyses de risque. Christophe, est-ce qu'on peut échanger avec vous sur votre vision du DPO ? Quelles sont ses caractéristiques et finalement, c'est quoi son job ? Son job, c'est de permettre la confiance dans le business, d'abord, puisque c'est un règlement qui n'est pas là pour empêcher les données personnelles de tourner, mais bien de les favoriser, mais tout en remettant le client, la personne, au cœur du système et qu'elle puisse être maîtresse et puis qu'on prenne le risque. Et si on a une approche de DPO qui est une approche de pur juriste, alors je ne suis pas juriste, ou de pur informaticien, je ne suis pas informaticien, mais de quelqu'un qui va favoriser la perception qu'il y a un risque. Et le risque, ce n'est pas la sanction, parce que la sanction, finalement, on est capable à un moment ou à un autre de la dépasser si on arrive à incarner la vraie problématique qu'il y a. Il y a une problématique du risque pour les personnes, mais potentiellement aussi d'un changement de notre manière de faire, sur lequel peut-être, d'ailleurs, on pourrait gagner un petit peu d'argent, mais la création de valeur par le RGPD, on verra plus tard. Donc le DPO, il est là déjà pour faire comprendre que ce n'est pas un problème IT, ce n'est pas un problème juridique, mais c'est aussi un problème juridique et c'est aussi un problème IT. Mais d'abord, c'est un problème de décision. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos process ? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos données ? Comment on construit cette nouvelle réglementation dans l'ensemble des autres contraintes qu'on peut avoir. Quand on calcule un ROI, le privacy by design, la protection dès la conception, c'est juste une coche supplémentaire, un travail supplémentaire à faire en amont dès lors qu'on lance un projet. Il faut le banaliser, il ne faut pas en faire toute une montagne. D'un autre côté, il faut quand même en faire toute une montagne parce que y a des risques. Et les risques, ils ne sont pas, je le redis, sur les sanctions, mais sur l'impact qu'on pourrait avoir à faire des mauvais choix par rapport aux personnes qui pourraient être impactées. Et c'est là où le rôle du DPO, à un moment, est dans l'alerte, un peu la panique des fois, direction générale ou pas. Parfois, c'est les métiers, c'est l'expert métier ou à l'IT qui vont bloquer un paramétrage. Ils vont dire « oh, mais ça va être trop difficile ». Donc, c'est d'arriver à faire prendre conscience de ces enjeux-là,
à le faire avec de la pédagogie, mais quand même être ferme. Donc, il faut à la fois connaître le droit, mais si on balance que du droit, il y a un moment, on ne va plus vous écouter. Ou si on balance que de la procédure, il y a un moment, on va vous dire, mais on n'a pas que ça à faire. Donc, il faut mettre des petits bouts d'outils et de perception auprès des responsables de traitement pour qu'ils rentrent dans cette démarche. On a commencé par l'international. Nous, on n'est absolument pas CDC Habitat. On est bailleur. On a 1 200 000 personnes qui vivent dans notre patrimoine en France et uniquement en France. Mais on a une problématique interculturelle entre nos métiers, entre les différentes législations, réglementations qui peuvent d'ailleurs contraindre un certain nombre de nos produits qui sont parfois adossés au code de la construction et de l'habitat et d'autres qui vont être au code de l'accueil des étrangers et sur lesquels il va falloir arriver à construire de l'interculturel et de l'interréglementaire au sein même de la société. Donc le rôle du DPO, c'est aussi ce petit côté à la fois chef d'orchestre, mais c'est pas lui le chef. Je le dis souvent, moi je fais à la limite des préconisations, je mets en garde, mais c'est pas moi qui décide. Donc le DPO, c'est je pense, ces nouveaux métiers qu'on a, qui sont transversaux dans les entreprises, dans les organisations, qui doivent accompagner quelque chose qui est complexe, ne pas le réduire à des choses trop simples, permettre une prise de conscience progressive et mettre les choses dans le temps. Puisque c'est le dernier point qui est important, c'est que le DPO ne doit pas trop accélérer les choses. Certes, on devait être prêt au 25 mai 2018, qu'il l'est réellement. En revanche, on ne pourra pas attendre le 25 mai 2028 pour être en phase avec les principales choses. Donc, la question du chef d'orchestre, c'est de battre la mesure de façon raisonnable. Il faut que tout le monde arrive à suivre la musique et on ne peut pas le faire sur un pas trop cadencé. Voilà, peut-être une bonne valse qui permet de temps en temps de relancer. On est très sur des itérations, nous en interne, qui permettent sur des projets, sur des choses les unes les autres, de pouvoir faire avancer, que ça soit supportable et puis qu'on se relance. Donc, conviction numéro 3, le délégué à la protection des données est un bon danseur, a le bon rythme de l'entreprise. Parfois, doit savoir l'accélérer dans sa mise en conformité. Et il doit être calé pour éviter effectivement d'être totalement à contre-rythme de l'entreprise dans laquelle il intervient. Vous aviez une précision ? Je pensais juste un tout petit truc. Je me dis surtout, l'importance aussi, c'est de documenter en fait. Parce qu'on prend des décisions, c'est très vrai, chef d'orchestre, prendre des décisions, prendre un petit peu le risque, pas être sûr, mais faire quelque chose, déjà ça c'est sûr, en fonction du risque. Et surtout documenter notre prise de décision pour, en cas de contrôle, bien sûr, pouvoir justifier et qu'est-ce qui nous a fait prendre cette décision en fait. Et ça, je pense qu'il faut tout tracer. Ça, c'est... on a un gros rôle de documentation, je pense. Donc si je continue... La partition. Exactement. Et si je continue sur l'image du danseur, la choré n'est pas improvisée, mais elle est travaillée, formalisée et conservée. OK ? Alors, c'est des convictions assez fortes qu'on veut partager avec vous. Du coup, on va maintenant demander à Marine de partager avec nous son témoignage parce que Marine, elle a la chance d'accompagner une multitude de clients, tous secteurs d'activité confondus, de plus ou moins grande taille. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire justement sur ces problématiques, finalement, l'international, les textes, les incohérences, les différences ? Comment on avance ? Alors, peut-être juste d'abord pour revenir sur le DPO, nous, on est aussi DPO externe pour environ un peu plus de 80 structures. Quand on est DPO externe, on a plutôt une position assez, peut-être plus facile en interne. En revanche, on a la même problématique que vous sur le fait de conseiller et de ne pas prendre des décisions à la place, c'est-à-dire de dire que c'est aussi au métier de se responsabiliser sur le sujet. Après, sur ce qui est des questions qu'on peut avoir, on a effectivement des structures, ça va de la toute petite start-up à des mastodontes qui font plus de 180 000 collaborateurs. Donc ça commence à faire un petit peu de monde. On a des problématiques avec des implantations dans plus de 20 pays. Et effectivement, sur les durées de conservation, on a eu le même sujet, alors avec des choix qui sont faits de façon radicalement différente d'une entreprise à une autre. Il y en a certaines qui ont décidé, par exemple, de se caler sur la durée de conservation la plus longue, en disant on pourra toujours justifier auprès de l'autorité de protection des données qu'en fait, la durée de conservation la plus longue, on n'a pas le choix. Dans le système d'information, c'est trop complexe de modifier toutes les bases de données qu'on pourrait avoir et de mettre en place des systèmes de purge automatique sur toutes les bases de données avec des durées de conservation différentes d'un pays à un autre. Pour certains, c'est carrément impossible. Donc du coup, on va faire différemment. On prend la durée de conservation la plus longue ou alors la durée de conservation de l'autorité de chef de file.
Ça a été un choix aussi. Avec aussi des choix qui sont radicaux en termes toujours de durée de conservation, mais sur des problématiques un peu plus spécifiques, type les bases de données non structurées, donc notamment les emails. On a eu un client notamment qui a choisi de supprimer tous les emails au bout de 90 jours. C'est d'une violence absolument incroyable. Je vous laisse imaginer la tête de la directrice juridique quand le matin elle est arrivée et qu'elle n'avait plus d'emails depuis 90 jours. Ça a été un petit moment un peu délicat. Voilà. Donc c'est des choix qui sont faits en termes d'harmonisation. Après, on a une autre problématique, c'est sur l'application internationale du règlement. Donc, en fait, nous, on est DPO externe, mais aussi représentant UE, puisqu'il existe cette faculté-là dans le RGPD. Vous savez que l'application territoriale du RGPD est d'ailleurs justement extraterritoriale, puisqu'en fait, elle s'applique aussi aux entreprises en dehors de l'Union européenne dès lors qu'elles traitent des données de résidents ou citoyens de l'Union européenne, enfin dans un certain nombre de cas. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que du coup, on a des entreprises à l'étranger qui s'intéressent au sujet avec une vraie problématique de est-ce qu'elles doivent se conformer au RGPD, et si elles se conforment au RGPD, est-ce que ça suffit pour être conforme aussi au CCPA, à la réglementation canadienne, à d'autres réglementations internationales. Donc, avec des enjeux, c'est-à-dire que si je dépense 20 000 euros ou 30 000 euros pour me mettre en conformité sur le RGPD, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faudra que je redépense pour chaque législation ? Donc, quand on regarde la photo à l'international, c'est un petit peu plus délicat. Et puis, avec l'autre question, c'est quel est le risque réel ? Puisqu'en réalité, quel est le risque qu'une autorité française ou européenne viennent sanctionner une entreprise américaine, à l'exception de Google, évidemment, mais pour les plus petites structures là-bas, quel est le risque réel qu'elles viennent les chercher ? Étant entendu que quand bien même il y aurait une sanction qui serait prononcée, d'un point de vue purement juridique, l'applicabilité de la sanction nécessiterait qu'il y ait un accord entre les deux pays, donc là pour le coup, et en plus de faire reconnaître la sanction comme applicable par un juge localement. Donc autant vous dire qu'avant que la sanction soit appliquée, il va se passer un petit moment. Et pour autant, on a quand même beaucoup de demandes, nous, sur la mise en conformité au RGPD, et avec une véritable, je dirais pas un engouement, mais en tout cas une volonté de bien faire sur le sujet, avec une prise de conscience du fait que finalement, même si on est plutôt pro-Trump et qu'on n'est pas forcément sur la protection des données à fond à l'origine, finalement, on peut se retrouver dans une envie de faire quelque chose de bien pour les consommateurs, un peu comme une prise de conscience sur le côté de la protection de l'environnement. Les données à caractère personnel sont aussi un élément vraiment pas de santé publique, mais pas loin, en tout cas, pour notre bien-être futur, je pense. Voilà. Donc, on va échanger et partager avec vous sur finalement le cadre vertueux du RGPD. Certains avaient réagi lors de ce projet de texte et même quand il était entré en vigueur en disant « Mon Dieu, c'est la mort de la possibilité de l'exploitation des données à caractère personnel. Si les Européens n'ont rien compris, il n'y aura que les Américains qui seront en capacité de traiter en intelligence artificielle, par exemple, des données à caractère personnel. » Pas du tout. Notre conviction, c'est que bien fait et de manière encadrée, on peut totalement les exploiter et ce n'est pas un frein au business. Conviction assez forte de la part de notre panel. Donc ça, c'était vraiment un point à partager avec vous. On voulait d'autant plus le partager que notre événement, il est axé international, mais il est également axé innovation. Et donc, quand on parle innovation, on a tendance, je pense, à mon sens, à opposer bêtement la réglementation et la capacité à innover. Mais finalement, l'innovation et la réglementation, on voit bien que ça peut très bien se combiner. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça aujourd'hui avec notre assemblée de manière un peu concrète sur des exemples qui nous permettent de démontrer totalement le contraire ? Vous voulez que je parle là ? D'accord. Alors, on a beaucoup de clients qui effectivement ont plein d'idées absolument géniales, et notamment, je pense à un dont je parlais encore tout à l'heure, qui est effectivement assez incroyable. C'est une société qui fait du transport logistique et qui s'est dit, en fait, pour améliorer les routes de mes transporteurs, et c'est-à-dire pour pouvoir mieux les gérer et pour les rendre plus efficientes, c'est-à-dire pour calculer la distance entre chaque point de livraison et faire la route la plus efficace possible, on va utiliser des éléments, des algorithmes et puis un bout d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, on va aller dans l'innovation totale. On donnera, du coup, on géolocalisera, évidemment, les transporteurs. Donc, ça veut dire géolocaliser en temps réel
des salariés. C'est un petit peu compliqué d'un point de vue protection des données personnelles. Je vois la CNIL qui fait... Voilà. Donc, du coup, on a essayé de trouver... C'est possible, hein, en fait. Je pense que c'est aussi l'avis que partage la CNIL. Il n'y a rien qui soit complètement impossible à partir du moment où c'est vraiment encadré et qu'on essaye de respecter au maximum les droits et libertés des individus. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a trouvé comme idée, c'est typiquement, on met à disposition de chaque collaborateur un téléphone qui prend le matin et qui repose le soir. Donc il y a une géolocalisation pendant son temps de travail et en plus, il n'y en a pas pendant son temps de pause puisque les transporteurs ont la particularité de bosser un nombre d'heures assez court, en l'occurrence 3 heures, et puis ensuite ils rendent le portable puisqu'en fait, ils bossent souvent de nuit. Donc c'est des idées en termes d'innovation. Enfin, en tout cas, en termes d'innovation, ça n'a pas empêché d'avancer sur le sujet. On a aussi le cas des véhicules connectés, où là, on a eu de très grosses problématiques. On a beaucoup travaillé sur le sujet, notamment un peu en back-office sur la partie du pack du véhicule connecté. Et effectivement, on se dit... Comment, en fait, je pense que vous n'avez pas conscience quand vous prenez votre voiture que, en fait, il y a un nombre de données qui partent tout le temps. C'est-à-dire que quand bien même on n'est pas sur un véhicule connecté, mais juste sur un véhicule, hein, vous avez une petite boîte, un boîtier, ça s'appelle un BTA, qui envoie constamment de la donnée sur la façon dont vous tournez le volant, dont vous passez les vitesses. Et en fait, à 15 personnes près sur la planète, on est capable de déterminer que c'est vous. Donc en fait, si je vous mets en France, a priori, je suis sûre que c'est vous qui conduisez le véhicule, juste avec des informations relatives à la façon dont vous conduisez le véhicule. Donc concrètement, ça pose un grand nombre de sujets. Donc il y a eu de grosses discussions justement avec les acteurs du secteur et de la CNIL pour créer un pack de conformité qui permettrait que la géolocalisation qui est a priori constante puisse se faire sur la base d'un bouton, qu'en fait il y ait des finalités qui soient bien déterminées. Donc ça peut être l'amélioration des conditions du véhicule, mais ça peut être aussi le fait de vous sauver la vie. C'est-à-dire que concrètement, vous avez un accident, on sait où est votre véhicule et on peut venir vous chercher. Et c'est plutôt des choses qui sont assez positives. Et le fait de trouver la balance entre les deux, je pense que c'est plutôt un point positif pour l'avenir de notre société. Voilà. Alors Lorraine, du coup, il y a des sujets d'actualité sur l'industrie pharma. Oui. Ouais. Pareil, sur l'innovation, sur des thématiques dont on discute pas mal en ce moment. Vous voulez nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors sur le secteur pharma, santé en règle générale, évidemment, l'innovation est plus que prometteuse et surtout, évidemment, dans l'intérêt du patient. Là-dessus, on a beaucoup de nouveaux projets, notamment l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé a progressé énormément, presque trop vite par rapport à la réglementation. C'est là où je ne vais pas mettre un bémol sur les progrès, bien sûr, mais il y a beaucoup de risques par rapport aux données patients. Mais quand on est conforme au RGPD, moi j'ai pu voir beaucoup d'exemples où effectivement l'intelligence artificielle au niveau diabétologie et cancérologie, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. On a des dispositifs médicaux qui permettent, notamment en diabétologie maintenant, de prodiguer la dose d'insuline automatiquement, avec un algorithme d'aide à la décision, sans l'intermédiaire, donc sans l'intervention d'un médecin derrière. Ça soulage énormément, bien sûr, le quotidien des patients. On a également, dans le domaine de la cancéro, des algorithmes, en plus des produits de contraste pour tout ce qui est imagerie médicale. On a des progrès immenses grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que dans le domaine de la santé, c'est clair. Après, bien sûr, ça pose des questions de grand contrôle, d'éviter de prendre des risques, mais bien encadré. Moi, j'ai beaucoup d'exemples qui sont hyper prometteurs pour l'intérêt du patient. Donc, je pense que là-dessus, on va au-delà maintenant du traitement, du pur traitement. Il y a un vrai service aux patients. Je pense que là-dessus, c'est plus que positif. Ouais. Donc, en fait, on partage que le RGPD n'empêche pas de traiter ces données dès lors que leur traitement est encadré. Oui. Et ça, sur des sujets aussi sensibles que ceux qu'on vient d'illustrer. Oui. OK. Du coup, si je prends un peu de recul et que on voit bien, ces témoignages nous montrent que sur des exemples et des secteurs d'activité très variés, on trouve des bonnes idées. Je voulais partager avec Christophe le fait que dans nos métiers respectifs, il y a de l'innovation, il y a des bonnes idées. Est-ce qu'on a envie d'aller voir les bonnes idées des autres secteurs ? Faut-il rester sur son secteur d'activité ? Comment ça se passe, en fait, pour trouver les bonnes décisions, pour trouver les bonnes options à retenir ? Le règlement crée de la panique. On se dit comment on fait. Alors, on a deux approches. Une approche sur laquelle on se dit on va essayer de se mettre en conformité tout seul, et donc il faut investir énormément en interne et on y va un petit peu à l'aveugle. Et puis une autre approche qui est de s'ouvrir, d'aller regarder ce que font les autres pour prendre notamment les bonnes idées sur
l'innovation par rapport à la donnée personnelle et par rapport à cette nouvelle réglementation. Alors, nous, on a 2 sujets qui se posent. Le premier, c'est, et encore, on n'est pas trop en secteur concurrentiel, logement social, en plus, on est une filiale de la Caisse des dépôts, donc on pourrait considérer qu'on peut tout partager. Non, on ne peut pas tout partager. D'abord parce qu'on a un autre grand acteur en face de nous, sur lequel on ne va pas dévoiler aussi toutes nos avancées, parce qu'il y a quand même aussi un peu de concurrence. On est sur une phase où on est en train de se regrouper au niveau du logement social, des acquisitions. Et notre objectif, nous, c'est aussi de pouvoir faire rentrer dans notre sphère un certain nombre de nouveaux organismes sur lesquels on va leur apporter la confiance, mais on ne peut pas dévoiler tout à la concurrence. Donc, une partie de nos innovations sur des choses qu'on ne faisait pas avant, mais qui vont être un petit peu disruptives et qui vont toucher de la donnée personnelle, on ne sait pas si on prend des risques. Si, on prend des risques, mais on ne sait pas avec qui les partager. Et en tout cas, peut-être pas avec notre propre secteur d'activité, parce que sinon, à un moment, ça veut dire qu'on va dévoiler aussi notre propre problématique. Donc, ça nous oblige quand même à aller vers les autres. On le fait quand même au sein de notre fédération du logement social, mais pas surtout. Mais on partage quand même. Et pour partager quand même, ça veut dire qu'on va chercher sur les innovations, ce que font d'autres dans d'autres secteurs d'activité et qui vont être confrontés à cette problématique liée à la donnée personnelle. On a parlé de l'IA, ça peut être les objets connectés, ça peut être ne serait-ce que la prospection commerciale. Comment on réutilise des fichiers de la donnée qu'on a là pour faire d'autres choses alors qu'on n'en a pas eu l'autorisation et comment arriver à le positiver, à avoir des approches marketing qui soient beaucoup plus respectueuses des personnes, mais qui permettent quand même d'aller faire un peu de prospection. Là, ces temps-ci, c'est les services marketing qui font le siège de mon bureau avec le service patrimonial sur les objets connectés. C'est deux secteurs sur lesquels ils veulent toujours aller faire de nouvelles choses. Mais ils sont paniqués parce qu'ils se disent Christophe, tu vas tout nous bloquer, RGPD, etc. Je leur dis non. En revanche, sortez-moi des illustrations de ce qui se fait par ailleurs et allez chercher en dehors du secteur du logement. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà réfléchi. Par contre, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller prendre tout chez les autres et jamais donner. Donc, nous, on est sur un système, et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que, en tout cas, tous les 4, on est autour de cette table, sur lequel, si on veut permettre les innovations et qu'elles soient vraiment résilientes par rapport à cette nouvelle réglementation qui, je pense, va rapporter les savoir-faire sur les innovations au niveau de l'Europe, c'était le débat qu'on avait tout à l'heure en repréparant cette table ronde, il faut qu'on puisse vraiment croiser et décloisonner entre différentes pratiques. Donc le conseil, moi, que je donne en tant que DPO au métier, c'est ramenez-moi de l'expérience dans d'autres secteurs d'activité sur ce que font les autres et comment ils traitent la donnée personnelle, comment ils la sécurisent ou ils ne la sécurisent pas, parce que ça peut aussi nous servir comme exemple à contrario. Et puis ensuite, on essaye de construire quelque chose. Et pour donner un exemple d'illustration, moi, je passe des deals avec des startups en leur disant écoutez, on risque de ne pas prendre votre solution là parce que manifestement, vous n'avez pas sécurisé depuis la captation de données jusqu'à votre serveur. Il y a un nombre de failles incroyables. Vos composants que vous ramenez de Chine sur lesquels vous n'avez jamais testé, plus des serveurs qui vont être sur du cloud américain, etc. etc. Bon, et on leur passe le deal. Si vous voulez travailler avec nous, gros opérateurs, on construit 15 000 logements par an, donc ça motive ces gens pour venir. Eh bien, on partage les choses, décrivez tous vos process, ne nous mentez pas, on vous aide à vous améliorer, et nous, en retour, on aura d'une part un produit et une innovation qui sera sécurisée, et d'autre part, on est sur du marché public, donc vous n'aurez pas d'avantage, mais par contre, vous serez prêt plus vite que les autres. Et étant donné qu'on met de la clause RGPD, y compris dans nos segments d'innovation, eh bien, vous aurez un petit avantage lorsqu'il faudra faire la cotation après appel d'offres. Donc, l'approche, l'innovation oblige, je pense, à s'ouvrir un petit peu, à cacher un petit peu certaines choses. Il ne faut pas que la concurrence sache tout. Et surtout, sortez de vos secteurs d'activité, allez voir ailleurs, parce que, en fait, finalement, les innovations, elles ne sont pas uniquement sectorielles, elles sont souvent liées à une manière d'appréhender la donnée. Entrepreneurs, allez voir ailleurs. C'était un slogan de BPI France il n'y a pas si longtemps. C'était pour pousser les entrepreneurs à aller à l'international. Du coup, est-ce qu'à ce stade de notre intervention, vous avez justement besoin de retour d'expérience, de partage ? Est-ce que vous avez des questions ? Super. Est-ce qu'on peut avoir un micro, Nora ? Merci. Il arrive ? Oui, bonjour. Je suis dans la création d'une start-up qui sera dans l'e-santé.
Donc on est bien dans les données personnelles, mais dites sensibles en plus. Et donc ma question va être peut-être plutôt pour Lorraine Bachet. J'ai un background dans la recherche clinique, dans l'industrie pharmaceutique, mais ça n'est plus mon métier. J'ai des difficultés à comprendre comment on relie des données que l'on collecte par rapport au territoire géographique dont on parle, avec chaque pays qui a ses règles plus ou moins harmonisées, avec des contraintes. Quand par exemple, je vais prendre un exemple concret, puisqu'on est dans le numérique, quand on donne la possibilité à toute personne sur le globe de télécharger une application mobile pour gérer sa santé, et même s'il n'est pas malade, de rester en bonne santé, quel territoire on relie à cette personne-là? Parce qu'elle peut remplir une home page en disant voilà, j'ai tel âge, j'habite de ce côté-là ou autre. Mais ça peut être une personne citoyen israélien qui vit aux États-Unis, qui a son assurance santé aux États-Unis et qui va nous fournir des données qui, certes, qui sont à lui, mais qui sont générées aux États-Unis. Nous, on héberge en France. Voilà. Moi, je sens que quand le truc va vraiment partir bien, je ne peux pas m'aligner sur tous les pays, parce que je ne sais pas à l'avance qui va venir sur notre plateforme. Donc, mon réflexe de chercheuse clinique depuis 20 ans dans l'industrie pharmaceutique aurait envie de dire je vais prendre le mieux parce qu'il faut être couvert et qu'on ne se rate pas quand on enregistre un médicament. Là, je suis dans une start-up, il n'y en a plus question. Enfin, c'est comme une réflexion assurance qualité. On ne se met pas le truc super, on prend juste pour passer et pas partir à la trappe. Comment ça se régule? Comment on décide d'attacher une zone géographique à une donnée qu'on a collectée? Quel est le critère qui l'emporte dans tout ça? Alors, c'est une super question. J'ai un projet un petit peu dans cette veine-là, au global, justement, et où c'est un vrai casse-tête, puisque c'est une vraie question. Ah bon, ça me rassure. Alors, c'est pas moi qui suis limitée. C'est compliqué, parce qu'on sait ce que dit le RGPD, mais ensuite, si on veut faire bénéficier d'une application un très large territoire, là, c'est très compliqué. En fait, ce qui compte surtout, c'est où est situé ce qu'on appelle le contrôleur, donc c'est le responsable de traitement. Par exemple, si c'est un pays européen, donc le RGPD s'applique. Donc ça, c'est sûr, le RGPD s'appliquera. Maintenant, s'il y a des spécificités locales, si c'est un patient, je ne sais pas, j'imagine que c'est un patient qui bénéficie de cette application, il va être soumis à la réglementation locale du pays. D'accord. Et la question, c'est qui héberge soumis à les données. à la localisation, à la régulation locale du pays où il vit, Oui, ou du pays où il est citoyen. Donc du pays où il du pays où il est citoyen, mais où il est résident. Où il est résident. C'est même pour ça, comme l'a dit Karine, qu'on peut avoir comment expliquer, si un résident d'un pays étranger est sur le territoire européen, à l'instant où il bénéficie de quelque chose, où il est dans une étude clinique, le RGPD s'appliquera. C'est ça l'extraterritorialité dont vous parliez juste avant. D'accord. Et la vraie question, c'est qui héberge en fait la donnée? Où la donnée va être hébergée? Dans un pays européen ou bien dans un pays États-Unis, etc. L'hébergement de la donnée, c'est ce qui va aussi vous donner l'application de la loi. D'accord. Parce que là, pour votre information, on est dans les études de vie réelle. Donc voilà, alors, ce qui est sûr, c'est pas pour une étude de vie réelle. Donc, vie réelle, ça veut dire c'est uniquement les deux bases de données, non? C'est ça, c'est pas une étude clinique interventionnelle. C'est pas interventionnel, mais c'est prospectif, c'est pas rétrospectif. D'accord. Mais c'est de l'étude de soins courants, en fait, c'est de l'observationnel. Non, c'est vie réelle. Donc, en fait, c'est toutes les informations que l'on ne collecte pas dans une étude clinique. D'accord. Donc, on peut être avec un patient qui a une leucémie et qui est traité. Donc, dans le cadre d'une étude clinique, on collecte un certain nombre de critères, mais on ne va pas s'occuper de savoir ce qu'il a mangé, s'il a eu des effets indésirables à distance. Enfin, tout ça, ça échappe. Et bon, c'est pour ça que les autorités réglementaires maintenant demandent des données de vie réelle. Et donc, ce serait avec des objets connectés, objets connectés, de capter justement tout ce qui se passe pour ce patient-là quand il n'est pas en contrôle à l'hôpital. Oui, parce que toute cette partie-là, elle échappe. Et les cliniciens me disent, on ne sait pas bien en fait ce qu'ils font exactement entre deux visites. Et c'est là parfois que tout se passe. D'accord.
Donc, Si je peux compléter juste sur les critères d'applicabilité, en fait, il faut vous méfier parce que vous avez les critères d'applicabilité du règlement européen. Donc, effectivement, soit responsable de traitement, soit sous-traitant établi ou personne au sein de l'Union européenne. Mais vous avez ensuite tous les critères d'applicabilité des lois locales. Si on prend la loi informatique et liberté française, son critère d'applicabilité n'est pas le même que celui du RGPD. Alors, je pense qu'Albine sera plus précise que moi sur la question parce que je ne sais plus si c'est nationalité ou pas. Mais il faut juste se méfier. Vous avez le critère d'applicabilité du texte et ensuite le critère d'applicabilité de la spécificité locale. Tout à fait. Ce qui en fait complexifie encore plus l'exercice. Tout à fait. Je rejoins puisque nous on a une exception en Allemagne et qui s'applique à la recherche clinique où le consentement n'est pas obligatoire si on peut démontrer que l'intérêt du patient va au-delà de l'intérêt du responsable de traitement. Donc c'est une dérogation à l'article 9. Donc c'est vrai que dans chaque pays, il peut y avoir une dérogation. On a le cas justement pour les consentements. Ils ne sont pas toujours rédigés de la même manière selon où le patient réside. Merci beaucoup. On voit la complexité et le truchement des réglementations applicables. A-t-on une autre question dans la salle ou est-ce qu'on enchaîne? Alors, on a une question ici et ensuite on va enchaîner sur notre troisième thématique. Merci. Vous parlez de l'international, mais en restant essentiellement en Europe. Il y a une centaine déjà, et ça augmente sans cesse, de réglementations dans le monde, dont la plupart sont extraterritoriales. Or, vous restez dans le contexte européen au plus, mais il faut être en conformité avec infiniment plus de réglementations. Alors effectivement, les outils dont vous parlez ne peuvent pas le gérer, mais c'est indispensable. Prendre un exemple, si vous voulez, mais si vous avez un Turc dans votre fichier et que vous vous retrouvez en Turquie, vous risquez non pas simplement des amendes, mais directement la prison. Alors après, il faut quand même une approche un peu pragmatique du sujet. Hein. C'est très pragmatique. Non, mais prenez un club. Non, mais prenez un club de. C'est un cas très concret. Oui. Un club de foot qui a un fichier de fans dans lequel il y a énormément de nationalités. Bien sûr. Et qui a risqué des gros problèmes en allant en Turquie. Parce qu'il avait des Turcs dans son fichier. KVKK. Si vous allez par là, de toute façon, vous ne pouvez pas sortir de données de santé d'Allemagne. Vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes obligé d'héberger vos données en Russie pour des Russes. Enfin, non, mais c'est surtout qu'à un moment, il faut. Oui, mais donc, du coup, à un moment, il faut avoir une approche par les risques et donc se dire quels sont les endroits où j'ai le plus de risques. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être 100%. Enfin, excusez-moi, mais vous ne pourrez pas être 100% conforme à la réglementation. Alors, non seulement à la réglementation européenne, plus à la réglementation française dans toutes ces strates, droit social, droit de la santé, donc, ce que vous êtes en train plus toutes les réglementations internationales. C'est la réglementation, soit on est en règle, soit on ne l'est pas. Mais c'est pour ça qu'après... Le risque, c'est... Bon, très bien, je ne vais pas en Turquie. Alors, ça peut être un choix, mais c'est peut-être pas le plus business orienté. il y a peut-être d'autres choix à faire. Non, il y a peut-être d'autres choix à faire en termes d'approche par les risques. Je vous dis, en termes de réglementation, nous, on a des problématiques avec nos clients d'envoi de données ou justement de traitement de données dans des pays qui sont effectivement pas conformes. Il y a des choix qu'on fait en se disant quel est... En fait, il va falloir aussi raisonner par la typologie de traitement que vous avez. On parlait tout à l'heure des PIA, il va falloir se poser la question, pour moi, et l'interprétation que je fais du RGPD, c'est vraiment une approche par les risques. C'est-à-dire de se poser la question de quel serait l'impact potentiel sur la vie privée des personnes concernées, donc sur leurs droits et libertés, si la donnée était altérée, divulguée ou perdue. C'est le principe du PIA. Donc en fait, il faut vous demander concrètement, est-ce que vous avez mis en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données, de telle sorte qu'en fait, le risque, la vraisemblance que le risque intervienne et la gravité, si jamais le risque intervenait, se produisent. Ça fait peut-être un peu beaucoup de notions dans une même phrase. Mais vous restez dans l'Europe. Mais non, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des clients effectivement qui se posent la question du CCPA. Moi, pour l'instant, clairement, les requirements du RGPD sont de facto plus durs et sont beaucoup plus élevés que l'ensemble des réglementations que j'ai eu à lire jusqu'à maintenant. Donc après, il y a des ajustements d'un point de vue
formel, enfin, en termes de formalisme, ou effectivement la désignation d'un DPO ou pas d'un DPO. Enfin, il y a des choses en termes de formalisme, mais en revanche, le concept de base de protéger les données en fonction du risque potentiel pour la vie privée des personnes concernées. Je vous donne un exemple tout bête. Si, c'est un exemple que j'ai l'habitude de prendre, mais je pense qu'il est assez parlant. Si aujourd'hui, j'ai une donnée qui est altérée, qui est mon adresse de livraison, si c'est une finalité comme la commande d'un iPhone sur Amazon, donc on va oublier le fait que j'ai cité des marques, mais donc si c'est ça, en fait, je commande un téléphone sur une plateforme en ligne, j'ai cette finalité-là, je traite des données, donc notamment l'adresse de livraison. Si la donnée est altérée, techniquement, ce qui va se passer, c'est que je ne recevrai pas l'iPhone. C'est un peu embêtant. D'un point de vue psychologique, je vais être un peu chafouinée. D'un point de vue physique, il ne va pas se passer grand-chose. Et d'un point de vue économique, j'aurais perdu 1 200 €. Donc autant vous dire qu'effectivement, ça va être un petit peu rageant. Mais ça va s'arrêter là. En revanche, je prends la même donnée. Donc on est toujours sur une donnée adresse, une adresse de résidence, que je traite pour autre chose, à savoir les bracelets connectés pour les personnes âgées ou isolées. Là, pour le coup, j'ai un accident, je clique sur le bouton, la donnée est altérée. Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'ambulance ne vient jamais me chercher. Donc, je suis sur une donnée, c'est la même donnée, c'est le même risque, un risque d'altération. L'impact sur ma vie privée est radicalement différent. Donc, moi, en fait, en termes de mesures techniques et organisationnelles que je vais vous demander de mettre en place, je ne vais pas du tout vous demander la même chose. Et donc, concrètement, toute cette réflexion qui est basée autour de qu'est-ce que je mets en place pour garantir la sécurité, mais pas juste la sécurité au sens cybersécurité, mais en fait les droits et libertés des individus et qu'il n'y ait pas de risque en termes de discrimination ou d'impact sur leur vie, cette idée-là, vous allez la retrouver dans l'ensemble des réglementations, en fait. Donc pas toujours avec une approche par les risques aussi précise que ce qu'on peut avoir dans le RGPD. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez pas être 100%... Vous répondez pas à la question. Ce que je vous réponds, c'est que vous ne pourrez pas être 100% conforme à 100% des réglementations et qu'il vous faut faire une approche par les risques. Donc en fait, je viens de vous donner une réponse très concrète et pragmatique sur faites une approche par les risques, faites un choix de ce point de vue-là, parce que vous ne pourrez pas... Alors, à moins d'avoir des millions et des millions d'euros, et auquel cas, moi, je veux bien travailler pour vous. Et si je peux compléter, en fait, ce qu'on cherche souvent dans la législation locale, c'est ce qui est plus contraignant. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à on va pas abaisser le niveau de protection. C'est-à-dire, on sait qu'on a un standard en Europe qui est quand même très fort en termes de protection des données. Donc, ce qu'on va aller chercher sur le territoire local, c'est vraiment la spécificité qui va nous obliger à upgrader le niveau de protection. Typiquement, en Allemagne, il faut un double opt-in pour faire du marketing, ce qui veut dire qu'un consentement, ça suffit pas. Il faut mettre en place un deuxième consentement. Donc, ce qu'on va chercher, c'est plutôt ce qui va protéger en plus. Ce qu'on va chercher, c'est ce qui est plus contraignant, c'est pas ce qui est moins contraignant. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait du business demain en Turquie qu'on va abaisser le niveau de protection. Les Turcs, ils ont une loi de protection des données qui est aussi basée sur où il y a beaucoup de principes du RGPD, et c'est pas parce qu'on traite de la donnée dans un pays étranger qu'on va abaisser le niveau de protection qu'on leur offre. J'ai pas dit du tout qu'il fallait baisser. J'ai dit qu'il faut tenir compte de l'ensemble des réglementations et des différentiels, et pas simplement en Europe. Oui, c'est ce qu'on vous dit quand on vous parle de spécificité locale. En fait, c'est pas juste en Europe. La difficulté d'harmoniser qui finalement est claire, alors que l'objectif du RGPD, c'est d'harmoniser entre les pays. C'est une vraie question. Alors je vous propose, parce que justement sur notre dernier échange, on voulait sortir de l'Europe. Alors on n'avait pas prévu d'aller visiter les prisons turques, on avait plutôt prévu d'aller sur les États-Unis. Et pourquoi les États-Unis? Parce qu'évidemment, réglementation extraterritoriale par définition sur un ensemble de sujets, y compris sur les sujets en matière de protection des données. Quoique, on peut avoir débat. Et on voulait commencer par donner la parole à Marine sur comment on fait pour traiter avec des entreprises américaines. Est-ce qu'on arrive à mettre les clauses RGPD? Et c'est quoi les recettes miracles? Parce que parfois, c'est un peu dur. Oui, alors en fait, j'ai pas de recette miracle. Je suis désolée, j'en ai pas. À moins d'être un mastodonte et d'être en mesure de négocier l'intégralité des clauses avec une entreprise comme Microsoft ou Google, où en fait, de toute façon, vous n'avez absolument aucune négociation possible en réalité. Donc, la seule chose, c'est le poids, enfin j'ai envie de dire c'est un poids économique, c'est le seul poids qu'on ait, c'est de se dire j'arrête de travailler avec cette entreprise-là pour passer avec une autre entreprise, sauf qu'en réalité aujourd'hui,
dans certains métiers, ça n'est pas qu'à l'étranger, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Pour autant, moi, ce que je constate, c'est un vrai changement des mentalités. Donc Microsoft s'est quand même positionné politiquement en disant, voilà, je rapatrie mes serveurs en France. Donc là, je crée vraiment des data centers en France réservés aux clients européens. Je modifie mes politiques de protection des données. Alors, on n'est toujours pas au niveau des standards que nous, on attendrait en face, en termes de responsables de traitement. Mais pour autant, il y a quand même un léger progrès. Alors, je pense que les interventions, justement, des autorités de protection des données sur ces sujets-là sont hyper attendues. Hein. Enfin, là, pour le coup, c'est de la part de l'ensemble des responsables de traitement, parce qu'on se dit qu'en fait, avec notre poids économique, le seul moyen qu'on ait, c'est simplement de ne pas travailler avec eux. Or, aujourd'hui, qui est en mesure de ne pas travailler avec Google? C'est pas évident. AWS a fait de gros progrès aussi sur le sujet pour Amazon, donc sur toute la partie cloud notamment. Enfin, ils ont des conditions qui sont désormais beaucoup plus acceptables. Pour autant, en termes de négociation, à chaque fois on pousse, à chaque fois on essaye, et à chaque fois on se prend une porte. Et d'autant plus qu'on se prend une porte, c'est qu'en réalité, après, vous allez alerter l'opérationnel en interne, et l'opérationnel va vous regarder en vous disant, oui, de toute façon, en fait, il n'y a pas de solution aussi bonne que celle qu'il propose. Donc en fait, moi, de toute façon, ton avis, si le risque n'est pas absolument hallucinant, on y va. Donc, j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Enfin, je sais pas, t'en as une? Moi, j'en ai pas non plus. Voilà. Enfin, on peut négocier un peu en fonction du poids de l'acteur. On arrive un petit peu à faire modifier quelques clauses à droite ou à gauche, mais ça s'arrête là. Alors, on a une conviction à partager. C'est parfois frustrant d'être DPO face à des acteurs auxquels vous faites finalement pas le poids. Mais pour autant, on tente, je pense, quasiment tout le temps la négociation. Parfois, on y arrive, Christophe ? Nous, des fois, on rate avec des sociétés françaises, 100% françaises, et on réussit avec IBM, par exemple. Négocier une clause avec IBM, je pensais que c'était pas possible. Et puis, finalement, on était sur un tout petit service et sur lequel on n'avait pas notre business qui en dépendait et sur lequel on pouvait aller voir ailleurs. Donc là, c'est de montrer qu'on peut aller voir ailleurs. Et pour le coup, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était en position de force sur certains achats. Là, c'était rien, quoi. C'était quelques dizaines de milliers d'euros, certes, mais on pouvait aller voir ailleurs, ils pouvaient prendre quelqu'un d'autre. Mais quand même, en termes d'image, étant donné qu'on va tous sur cette solution-là, qui était une solution de chambre blanche pour tester notre logiciel de gestion locative, et qu'en gros, il y en a 2 sur le secteur de la gestion locative dans le logement social, et que quand CDC Habitat, c'est nous, on fait quelque chose, tout le monde après fait la même chose. Qu'on aille ailleurs qu'IBM, IBM, ils étaient un peu embêtés, parce que là, ils ne perdaient pas simplement nous, ils en perdaient d'autres. Donc on a joué là-dessus. Et puis, on leur a montré qu'il y avait 2 choses qui nous embêtaient dans leur clause. Ils ont regardé les deux choses, ils se sont dit, ah oui, effectivement, on n'avait pas vu. En fait, il y avait notamment, une des choses, c'est qu'ils nous prêtaient des chambres blanches pour qu'on puisse faire des tests, et puis ensuite, on était censé avoir rangé notre chambre avant de partir. Mais en fait, ils faisaient des actions de nettoyage derrière, au cas où on est mal nettoyé. Donc, ça veut dire qu'ils traitaient potentiellement la donnée personnelle, si on avait laissé ça. Et il fallait l'écrire. Voilà. Et on leur a dit, est-ce que vous avez déjà fait des tests sur est-ce qu'il reste de la donnée? Et ils nous ont dit, en général, vous appliquez ce qu'on vous dit d'appliquer, mais vous ne le faites pas toujours super bien. Donc, ça veut dire qu'ils traitaient. Ils se sont dit, on va rajouter une couche sur laquelle on sait qu'il va devoir sécuriser. Et puis, finalement, ils se sont dit, c'est pas si grave. Là, pour le coup, ils se sont positionnés en tant que responsables de traitement sur données personnelles, en plus, parce qu'ils ne voulaient pas être en sous-traitance. Ils ont dit, vous avez laissé la chambre sale, on va la nettoyer, on va prendre. Par contre, on vous fera peut-être payer des choses derrière si vous avez mal fait le job. Donc, ça nous oblige, nous, à être plus propres en partant. Et puis, on a écrit ça, on a rédigé. Et donc, potentiellement, on a écrit une clause sur du transfert de données, alors qu'on avait utilisé la chambre. Mais quand on est parti, ça veut dire qu'à un moment, on laisse ça chez eux. Et le traitement sur données personnelles qui était effacer la donnée, on a qualifié ça comme un traitement sur données personnelles. Et à IBM, ils n'y avaient pas pensé. Mais ça ne les a pas gênés. Voilà. Donc, on a négocié ça. Et puis, je prends un autre exemple. On a des petites sociétés à la station F. Là, vous passez, il y a peut-être des gens de la station F ici. Vous passez la Seine, là, de l'autre côté. Là, et puis, il y a plein de start-up. Et on les embarrasse. La question de madame tout à l'heure, j'ai vu plusieurs sociétés qu'on rencontre et qui nous disent « Non, mais déjà, il faut qu'on développe un nouveau business, qu'on fasse de l'innovation, etc. Et vous voulez qu'on rajoute quelque chose, donc c'est non, c'est non. »
bon, ben ok, qui, à un moment, peut-être qu'il développe sans nous, le métier râle, parce que le métier il dit non mais c'était la seule solution. Et donc la négociation n'est pas dans la négociation d'une clause avec le prestataire, a fortiori s'il est américain, on sait qu'à part IBM, on n'arrivera pas à faire autre chose, mais c'est de changer notre politique d'achat. Et je me retrouve en tant que DPO à avoir une approche qui est presque xénophobe, presque d'invoquer les États-Unis comme grand Satan. Pourquoi ? Ils ne sont pas grand Satan moralement parlant, enfin je ne me positionnerai pas sur cette question-là, mais juridiquement parlant, ils nous font prendre un risque qui fait que l'addition des risques non couverts par les clauses avec les États-Unis fait qu'on va choisir d'autres solutions, peut-être qui seront dégradées provisoirement, mais qui vont aussi permettre à des entreprises locales plus conformes à pouvoir se développer. Donc il y a quelque chose d'europatriote, je pense, dans ce règlement. On en avait parlé à l'époque. Est-ce que ça va permettre de faire revenir du business en Europe ? Il y a des chances, parce qu'il y a un moment, la négociation, certes, n'est pas possible avec cet opérateur, mais il faut faire comprendre au métier qu'il y a une autre manière de faire avec des opérateurs locaux ou des opérateurs plus respectueux du droit. Et je le redis, nous, des fois, on travaille avec des opérateurs américains qui nous apportent des clauses de l'hébergement local, tout un tas de choses qui sont bien plus intéressantes que des opérateurs français qui sécurisent pas tous les segments de la donnée. Je pense que sur ces clauses aussi, il faut vraiment bien distinguer quel est votre niveau de risque. Moi, je prends un exemple. Là, j'ai négocié avec un gros acteur. On avait quelques points sur lesquels on a négocié, ce qui étaient des purs points data. Et ensuite, on avait un problème sur la clause d'audit. Pourquoi ? Parce que le sous-traitant voulait nous faire payer les audits. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je pense que vous l'avez tous su. Et là, en fait, ce n'était pas un risque data, entre guillemets, c'était un risque business. Donc, c'est-à-dire que c'était la dernière chose à négocier dans le contrat. J'ai fait accepter par mon CTO que, effectivement, si jamais on avait besoin de faire un audit, on paierait l'audit. Mais c'était pas un vrai risque pour ma donnée. C'était vraiment plutôt une acceptation du risque côté business. Du coup, on cherche toujours à négocier. On y arrive parfois avec plus ou moins de succès. Il y a des arbitrages, vous venez de le démontrer. Est-ce qu'il y a des sujets sur les contrats d'adhésion, contagion, on y arrive, on n'y arrive pas ? Là, on y arrive ou on n'y arrive pas, c'est surtout la position que ça va donner en termes de responsabilité dans la posture de sous-traitant ou de responsable de traitement. Donc effectivement, quand on est sur des contrats d'adhésion, concrètement, on ne pourra pas qualifier clairement l'entreprise en face de la manière dont on l'aurait souhaité initialement. Donc en fait, c'est sûr que ça va avoir un impact assez important. Mais pardon, moi, je prends un exemple. Là, j'ai eu un contrat et donc on a fait des modifs sur ce contrat-là. C'est donc un prestataire qui se prétend sous-traitant et qui m'a dit non, il faut que vous preniez mon contrat type, je modifie rien. Ce à quoi je lui ai répondu, à ce moment-là, vous n'êtes pas sous-traitant, vous êtes responsable de traitement et on va revoir les rôles et responsabilités parce que dans ce cas-là, si moi je ne suis pas en mesure de négocier ma clause, je considère que effectivement on a un problème de qualification juridique. Donc on est en cours de négociation, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout état de cause, le problème c'est qu'on arrive dans des situations de blocage et que l'idée c'est juste essayer d'avoir un contrat équilibré. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des contrats types, des sous-traitances ou des prestations, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir plutôt à ce moment-là, est-ce qu'on a le bon rôle ? Et donc, c'était la dernière conviction qu'on voulait partager avec vous. Dans le RGPD, l'un des points les plus difficiles, en tout cas à date, c'est cette fameuse qualification, le fait de le faire accepter par la partie d'en face. Ça a été dit, parfois ça peut être bloquant. C'est toujours très frustrant quand un point réglementaire bloque un point business. Et c'est à cette occasion qu'on va donner la parole à la CNIL, qui nous fait la gentillesse de conclure cette session pour ensuite partager plus largement avec vous. Albine, on a eu pas mal de sujets, donc vous avez de quoi. Allons-y. Bonjour à tous. Oui, plein de choses ont été dites. Et d'ailleurs, je me demande si tout le monde a suivi. Il y a eu, et là c'est le club des DPO, piloté et animé par BPI France, que je remercie, c'est important. Mais ce sont des sujets que peut-être certains n'ont pas mesurés ou n'ont pas tout simplement compris. Je crois qu'on a attaqué directement avec les durées de conservation. Voilà, ça pose le sujet. Ou alors on se dit, mais de quoi est-ce qu'il parle ?
Voilà. Alors peut-être rappeler pour ceux qui rentrent dans la matière ou qui s'y intéressent au vu de toutes les questions qui se posent, qu'ils entendent autour d'eux, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce que ces réglementations, ou cette réglementation européenne existe ? En France, elle existe depuis plus de 40 ans, mais elle a vraiment, elle est devenue audible, elle est devenue crédible, donc il y a bientôt 2 ans. Et tout ça, en fait, c'est pour vous donner la possibilité, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que client, d'être des personnes libres. Des personnes libres de penser secrètement ou de penser publiquement, ce que permettent des démocraties modernes aujourd'hui, de donner à des citoyens, à des personnes qui se trouvent sur leur territoire. On ne parle pas de citoyens situés sur le territoire, mais de personnes qui sont sur le territoire dans le règlement. On n'a pas besoin d'avoir la citoyenneté pour être protégé par cette bulle donc, de protection que propose le RGPD. Tout ça, c'est pour ça. Alors oui, maintenant ça va se décliner par toute une série d'obligations qu'il faut connaître. Et la première chose, c'est vrai que c'est s'y intéresser. Et je suis très heureuse de voir que la salle est remplie et qu'on a fait un carton plein. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'il faut retenir, je pense, du règlement européen et de la protection des données, plus précisément, pas seulement de toutes les réglementations nationales qui viennent se percuter, qui viennent interroger au quotidien, et c'est une certitude, c'est que d'abord, il faut dire ce que l'on fait. L'obligation de transparence, c'est ça, il faut dire ce que l'on fait. Donc ça va se décliner par toute une série d'obligations, les articles. Mais oubliez les articles, pensez juste, on doit dire ce que l'on fait. Mais ensuite, il faut faire ce que l'on dit. Et une fois qu'on dit et qu'on fait ce que l'on dit, il va falloir le prouver aussi. On parlait de la documentation. Je suis entièrement d'accord avec l'approche. C'est avec le RGPD, on a allégé les formalités qui pour certains étaient trop pratiques en fait. On faisait une petite ou grande formalité auprès de la CNIL, tac, c'était fini, problème réglé. C'était une conformité évidemment que de surface et qui ne valait pas grand-chose, mais qui rassurait beaucoup de personnes. Maintenant, en fait, on est sorti des formalités pour mieux rentrer dans le formalisme. Petite nuance sémantique, mais qui va prendre du sens parce qu'il va falloir documenter, écrire, prouver que ce que vous faites est conforme, et tout ça de façon régulière et dynamique, c'est-à-dire c'est en permanence. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire, c'est fini, c'est dans un classeur, c'est joli, c'est bleu, c'est super, c'est sur l'étagère, ça prend la poussière. Non, ça doit être de façon régulière qu'on s'interroge sur le sujet. Au même titre qu'on s'interroge, est-ce que j'ai bien répondu à mes obligations fiscales ? Est-ce que je réponds à ces obligations qui sont incontournables ? Et elles sont incontournables, pourquoi ? Parce qu'on a peur de la sanction. Donc il y a cette dimension liée à la sanction qui a donné énormément de crédibilité, évidemment, aux autorités de contrôle. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Les sanctions commencent à naître, avec évidemment tout le contentieux qui commence aussi encore à être... voilà, on sent que ça va foisonner en la matière, et la Cour de justice de l'Union européenne je pense que c'est vraiment le phare. Des fois, il n'éclaire pas toujours très très bien, mais bon, les juristes vont se régaler, les avocats aussi, et ça va générer aussi beaucoup de peur. Il va y avoir déjà qu'il y en a pas mal. Je pense que voilà, il faut être vigilant, et surtout, c'est parce qu'on est instruit qu'on peut mieux comprendre. Ça, c'est général, mais c'est pareil pour toutes ces réglementations. Il faut prendre un petit peu le temps. C'est pas toujours facile, je le sais. Alors, la CNIL essaye de jouer son rôle. Vous savez, on parle souvent des deux jambes de la régulation. Une partie accompagnement, une autre partie sanction. Oui, c'est pédagogie, dissuasion, et c'est vraiment quelque chose que la CNIL essaye de développer en accompagnant, en proposant énormément de matériel. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas le temps de vous consacrer
Il y a des ressources à l'extérieur. Si vous n'avez pas les moyens pour faire appel à des professionnels, il faut se dégager un petit peu de temps pour comprendre tout ça, pour juste lire le matériel qui est proposé, les modèles. On parle de registre. Voilà, qu'est-ce que c'est un registre ? Voilà, il y a de la matière qui se trouve, des contenus qui se trouvent sur le site internet. On parle également de définir des durées de conservation. Mais quoi est-ce qu'il parle ? C'est quoi ces durées de conservation ? Moi, je garde mes données au cas où j'en ai besoin, peut-être dans une réutilisation ultérieure. Bon, tout ça, voilà, ces réactions, ces réflexes que l'on a doivent changer un petit peu. Et les autorités, avec les moyens qu'elles ont, c'est quand même aussi une réalité pour les différentes autorités de l'Union européenne, avec les moyens qu'elles ont, vont pas se comporter de la même façon. Donc, ce qui est sûr, c'est que le règlement européen prévoit l'obligation d'accompagner les professionnels. On ne peut pas décider de faire que de la sanction. Voilà, ça, c'est pas possible. On ne peut pas décider de ne pas accompagner. On doit trouver cet équilibre-là en permanence. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, que ce soit sur le champ d'application. Ça, c'est en effet un gros sujet sur l'international, mais il y a pas mal de matière. On pourra en discuter après, si vous voulez, sur votre sujet, sur votre appli de e-santé. Bon, on ne va pas peut-être parler que de ce sujet. J'ai noté plein de choses, mais peut-être que... Du coup, Albine, Ouais. si sur les deux jambes, il y a la jambe, certes, sanction, contrôle, mais la jambe conseil, et qu'on vous a parmi nous aujourd'hui, on voudrait bénéficier collectivement de cette jambe conseil. Est-ce qu'on prend des questions de la salle ? On regarde un petit peu comment ça réagit, si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous voudriez échanger, soit avec nos interlocuteurs de qualité, soit avec Albine qui représente la CNIL. C'est quand même une vraie opportunité, je pense, pour nous tous. C'est parti, on y va. On a ici. Question très simple. Il y a les deux jambes, très bien. Comment prouve-t-on que l'on est conforme ? Il y a énormément de façons. Enfin, ça dépend le sujet. Article 42. Oui, d'accord. Certification. La certification peut être un moyen, mais ça ne va pas être sur tout. Vous ne pouvez pas tout certifier. Vous ne pouvez pas tout faire certifier. C'était une question. Oui. Après, on peut... mais c'est un des moyens. C'est justement été prévu pour ça et pour donner la possibilité aux autorités de... entre guillemets, de déléguer une partie de la vérification par différents mécanismes de certification. Voilà, c'est ce qui commence à se faire. Ça a commencé en Espagne. Nous, on a également, sur les compétences du délégué à la protection des données, proposé un schéma de certification. Ça, c'est pour prouver qu'on sait de quoi on parle. Après, être un ou une déléguée à la protection des données, c'est plus que connaître la réglementation, la technique, l'organisation. C'est aussi un savoir-être. Et ce savoir-être, à mon sens, ça ne se certifie pas. Parce que ça va dépendre de l'environnement. C'est plutôt une question de recrutement. Ça va dépendre de l'environnement, son histoire, son organisation. Et ça, à mon sens, c'est la phase de recrutement. Donc après, pour prouver, ça va passer par la documentation, par X biais. Mais là, on ne peut pas tout dérouler. Oui, voilà, les politiques internes, le registre, en effet. Il y a beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on donne comme information au moment où on va collecter des données, que ce soit un salarié ou un client. Voilà, c'est la façon dont la donnée va rentrer dans vos systèmes d'information. C'est à ce moment-là. Et là commence en fait la documentation. Bonjour, Maurizio Vaccari, ancien d'IBM et aujourd'hui fondateur d'une start-up basée à Sassonef. On développe une plateforme pour aider les utilisateurs à reprendre le contrôle de leurs données personnelles. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des obligations que le RGPD pose sur les entreprises. Et ma question, c'est plutôt par rapport aux droits des utilisateurs qui sont liés au RGPD. Notamment, je pense aux droits d'accès, des modifications et portabilité. Comment, dans votre expérience en entreprise, vous appliquez ces droits aujourd'hui? Est-ce que vous faites du coup des extractions de données manuellement ou vous utilisez des outils informatiques? Si oui, lesquels vous pourrez conseiller?
Et deuxièmement, est-ce que la conformité au RGPD, ça vous a donné aussi, de votre point de vue, une meilleure image, on va dire, auprès de vos utilisateurs, du coup avec un retour de confiance et de transparence dans la relation client? Alors, qui veut se lancer sur comment est-ce qu'on exerce, enfin comment est-ce qu'on organise l'exercice des droits? Je peux peut-être juste dire quelque chose par rapport à la difficulté du droit à l'oubli et du droit, oui, deletion, droit, oui, suppression, merci, destruction des données. Là, je dirais qu'en interne, là, il faut vraiment bosser avec l'IT. Pour nous, c'est le point crucial, c'est-à-dire que le département données personnelles et l'IT Security sont de pair en permanence, parce que la difficulté derrière ça, donc bien sûr c'est un droit obligatoire j'allais dire du patient, enfin, de l'individu, mais au-delà de ça, comment on peut s'assurer que cette donnée-là qui est souhaitée être supprimée par exemple, est-ce qu'elle est supprimée dans tous les serveurs et toutes les bases de données présentes au sein de l'entreprise? Je pense que ce droit-là pour nous il est assez difficile à mettre en place. On le met en place, mais comment on peut s'assurer que partout où cette même donnée est présente, est-ce qu'on est sûr qu'elle est supprimée à l'unanimité absolument partout, de manière exhaustive? Ça, c'est difficile. Donc moi, je dirais vraiment mon point crucial, c'est l'IT, quoi. On est en permanence avec l'IT. Ça ne peut pas fonctionner indépendamment, je dirais. C'est mon point. Juste sur le droit à l'oubli, je trouve que c'est très déceptif. C'est-à-dire, on a écrit partout dans la presse qu'au 25 mai, vous pouviez écrire à n'importe qui et demander à ce qu'on supprime vos données. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est un droit extrêmement conditionné. Il y a vraiment des conditions qui s'appliquent. Et malheureusement, je dirais, pour un client lambda, ce n'est pas forcément évident de comprendre que oui, on peut peut-être supprimer ces données à des fins de prospection, mais que on a des obligations légales, ou si jamais demain on a un contentieux, on a l'obligation de les garder. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très compliqué. Après, je pense qu'il y a beaucoup de formations aussi à faire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas nous, on a on a des gros customer services qui sont externalisés et on a des prestataires qui, parfois, il y a un vrai besoin de formation. C'est-à-dire que, quand vous externalisez avec des gens qui sont pas il y a un niveau de qualification qui n'est pas forcément très élevé, ne serait-ce que pour réussir à identifier que c'est une demande de droit d'accès, droit de rectification, etc. C'est vraiment un point clé. Alors, juste pour rajouter sur le droit d'accès en particulier, puisque je pense que c'était aussi un peu la question, on a accompagné beaucoup d'entreprises et sur la vraie problématique qu'on a, c'est que d'un point de vue architecture informatique, j'ai jamais toujours le même objet. C'est-à-dire qu'un individu ne va pas être identifié de la même manière dans les différentes bases de données. Donc parfois, ma clé d'entrée, c'est l'ID, parfois c'est le nom et le prénom, parfois c'est le numéro client. Enfin, il peut y avoir plein de clés d'entrée différentes. Et donc pour arriver à aller identifier toute cette donnée, ça peut être très lourd. On peut rajouter même une complexité quand on est multimarque. Je pense notamment à un constructeur automobile multimarque dans lequel en fait, j'ai une demande pour toutes les marques. Autant vous dire que derrière, j'ai 4 marques. Ou alors si on prenait même le leader mondial du cosmétique, j'ai pas loin de 300 marques. Autant vous dire que c'est juste un enfer sur Terre d'aller faire une demande d'accès. Donc il va falloir aller spécifier, mettre en place des process qui sont très précis, mais au-delà de l'entreprise, on a, nous, les entreprises qu'on a pu accompagner, il y en a beaucoup qui ont choisi d'en faire un véritable ROI et même un message clé. Vous avez eu, alors Apple, on ne les a pas accompagnés, mais pour le coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est passé le dimanche soir à la télévision à 20h, juste avant le JT de 20h, vous avez une pub sur à quel point Apple décide de protéger votre vie privée. Si vous tapez YouTube Apple vie privée, ça a été vraiment une campagne de communication très forte. Et j'avoue qu'on s'en est pas mal inspiré pour certains acteurs qu'on a pu accompagner, notamment des leaders de l'assurance, de la mutuelle. C'est très rassurant. Et même toujours pour ce constructeur automobile, quand on est sur les véhicules connectés, il y a quand même un peu plus de 71% de la population française aujourd'hui qui a du mal à utiliser des objets connectés parce qu'en fait, elle se pose la question de qu'est-ce qui va être fait de ces données. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on axe tout un argumentaire client et un argumentaire marketing sous cet angle-là, en fait, on récupère aussi du client. Et c'est aussi tout l'enjeu du RGPD, c'est-à-dire qu'au-delà, pour les entreprises qui doivent aujourd'hui travailler sur ces sujets d'intelligence artificielle, même d'objets connectés, il est absolument capital de vraiment bien border cette partie-là et même d'en faire, pour moi, c'est vraiment un argument commercial. Et je pense que ça fonctionne de cette manière-là. Juste un point qui relie les deux questions, il faut décrire et écrire. Si vous ne le faites pas avant, si vous ne savez pas où est la donnée, où sont les données, comment elles sont faites, et si vous ne l'avez pas écrit, vous êtes incapable de mettre en place une procédure qui permette de répondre aux demandes d'accès, aux demandes de rectification, de modification de ce qu'on veut ou de portabilité. Il faut d'abord décrire, écrire. Et la conformité,
c'est d'abord ça, c'est de savoir ce que vous faites de la donnée. C'est ça le changement par rapport à cette ancienne loi qui a déjà plus de 40 ans, mais maintenant, on vous dit, vous n'avez pas le choix, il faut décrire, il faut écrire. Et après, vous corrigez, et vous mettez en place les procédures, et ça viendra, je ne vais pas dire tout seul, mais... Et puis s'il y a du papier en plus de l'informatique, hein, parce que je le rajoute, nous on a beaucoup de papier, il faut aussi que ça soit processé. Oui, justement, Virginie Bareil, Caisse des dépôts et consignations. Marine, vous qui avez accompagné plusieurs entreprises, est-ce que vous avez noté des différences et notamment une avancée de maturité dans les entreprises qui avaient fait ces travaux de cartographie de processus, voire de référencement, voire et même d'entreprises qui ont des outils spécifiques et notamment des fonctions de requêtage qui permettraient de ressortir aussi, par exemple, des liens entre certaines données, entre des types de données, les données personnelles, et de visualiser par exemple clairement où sont utilisées les données, par qui, comment, et de greffer dessus des durées de conservation pour faire la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Concrètement, il y a une vraie avancée. Alors, toutes les entreprises du retail ne sont pas du tout avancées sur le sujet. En revanche, il y a vraiment 2 secteurs qui sont très avancés. C'est la banque et l'assurance, tout simplement parce qu'en fait, ils sont très contraints d'un point de vue réglementaire. Il y a 2 réglementations qui s'appliquent sur ces secteurs-là, qui sont BAL 2 et Solva 2. Et donc, dans le cadre de ces réglementations européennes, vous avez l'obligation de créer un dictionnaire de données. Donc, en fait, toute cette cartographie de la data, puisqu'en fait, d'ailleurs, le business model de ces entreprises-là, surtout sur les assurances, en l'occurrence, repose sur l'exploitation de la donnée. C'est-à-dire que je dois quand même calculer mon risque en fonction d'une réalité concrète, enfin, de ce que j'ai dans mes bases de données, donc d'un risque qui va être calculé sur ces éléments-là. Donc, en fait, ils ont tous mis en place, dans le cadre de leur organisation, des Chief Data Officers. Donc des personnes qui sont quand même chargées d'exploiter, d'organiser l'exploitation de la donnée. Et donc oui, vous avez des dictionnaires qui sont très avancés, des cartographies qui sont très avancées et qui ont permis pour eux, enfin la marche à gravir pour eux sur le RGPD, elle était lourde en termes de gouvernance, de déploiement des politiques, notamment à l'international, parce que c'est des mastodontes à bouger. Mais en revanche, d'un point de vue culturel et d'un point de vue technique, on est extrêmement avancé, rien à voir avec ce qu'on a pu constater dans d'autres secteurs d'activité. Quand bien même on a des secteurs d'activité, si je pense à la construction automobile, on est sur des organisations qui sont très centralisées, très industrialisées, où on peut faire vraiment de l'information qui fait du top-down et où justement on peut très bien cadrer les choses. Pour autant, on était très très loin de ce qu'on a pu constater dans ces secteurs-là. Donc, et je rejoins vraiment Christophe sur le sujet. La première chose à faire dans votre structure, c'est évidemment d'avoir cartographié les traitements et d'en faire derrière un registre. Mais au-delà des traitements, c'est toute la donnée. Et l'analyse de risque dont je vous parlais tout à l'heure, elle se fait donnée par donnée. Oui, c'est lourd, hein, j'entends bien que c'est un petit peu lourd, mais elle se fait donnée par donnée et avec cette vraie réflexion-là, oui. Donc on va conclure. Je suis désolée, on a un horaire contraint. Je pense qu'on a dépassé de 2 minutes. Donc avant de se faire sortir de la salle, on va remercier l'ensemble de nos intervenants. Évidemment, la CNIL avec laquelle on est vraiment ravis d'animer ce club des DPO. On ne peut pas conclure sans vous fixer un prochain rendez-vous. Donc évidemment, on va se revoir. Ce club a vocation à se poursuivre. N'hésitez pas à nous alimenter si vous voulez en amont qu'on traite des sujets particuliers. D'autres, on n'a pas nécessairement l'ensemble des réponses. On a partagé un certain nombre de convictions aujourd'hui, puisque c'était ça pour nous l'important. En toute transparence, avec une réglementation dont on comprend que le régulateur lui-même convient que c'est difficile de la mettre en œuvre. Et c'est bien pour ça qu'il est là aussi dans son rôle de conseil. Merci à tous et à très bientôt.